Alors on hésite pour savoir qui parle le premier, comme nous sommes deux vieux amis. Je suis très respectueux de ce que Yvon Berland a fait. Juste peut-être un mot avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous avez vu ce campus, vous allez le voir dans les heures qui viennent. C'est le plus beau campus de France. Et ça, on le doit évidemment à l'action des pouvoirs publics. Mais on le doit surtout et avant tout à l'homme que j'ai à ma droite, qui est le président de la plus grande université française, à la fois par la qualité. Enfin, ça, ils sont nombreux à se bagarrer, donc ça va être compliqué de le dire, mais enfin, comme les autres ne sont pas là, on peut le dire. Et deuxième sujet, parce qu'il a par ailleurs le plus bel endroit, le plus beau rassemblement destiné à la jeunesse, à la connaissance, dont on puisse rêver dans notre pays. Je lui laisse la parole. Merci Jean-Hervé. Alors effectivement, je vous invite à voir ce campus. Alors, bienvenue sur ce campus de l'Université d'Aix-Marseille qui accueille encore une fois les rencontres économiques. Au début, c'était un accueil spartiate et aujourd'hui, c'est un accueil sur l'ensemble du campus qui témoigne effectivement des efforts que nous avons faits les uns et les autres pour arriver à donner à notre communauté eh bien, des conditions de travail dignes d'une université qui se veut jouer dans la compétition internationale. Et je vais rejoindre, alors j'avais préparé un discours, mais je ne vais pas le lire. Clémence qui me prépare le discours, excusez-moi. Mais simplement pour vous dire que, puisqu'on parle de renouer la confiance, quand on a décidé de fusionner les trois universités d'Aix-Marseille, personne ne croyait que nous arriverions à quelque chose de satisfaisant et tout le monde pensait que c'était une utopie et qu'on allait se casser la figure, quoi. Bon. On avait confiance en nous. On avait confiance en nous. En tout cas, moi j'avais confiance à l'intelligence collective, de cette communauté et j'avais confiance à ce que tout le monde soit en capacité de se mobiliser pour que nous arrivions à fusionner et à être efficaces pour cette université. Je peux dire qu'on y est arrivé. Je peux dire qu'on y est arrivé. C'était en 2012. Aujourd'hui, eh bien, près de 8 ans après, on a une grande université qui joue dans la compétition internationale. Lorsqu'il y a eu l'appel à projet des initiatives d'excellence, c'est-à-dire créer des grandes universités françaises, 3 universités ont été élues, Bordeaux, Strasbourg et Aix-Marseille, par un jury international. Et puis le Sorbonne Université nous a rejoints un an plus tard. C'était le premier succès. Deuxième succès important, c'est qu'on est devenu propriétaire de notre patrimoine. L'université d'Aix-Marseille a bénéficié de la plus grande dévolution de patrimoine qui a été donnée de fait par l'État. Et donc, voilà, ces locaux ne sont plus propriété de l'État, mais sont propriété d'Aix-Marseille Université. C'est 820 000 mètres carrés. Donc, vous voyez la force que ça peut donner à notre université. Et puis un succès encore récent, c'est qu'on est comme d'autres qualifié comme université européenne, puisque dans le cadre de l'appel à projet par la Commission européenne de la création d'universités européennes, on a été élu et c'est nous qui portons le projet. On est 3e, 4e université française au classement de Shanghai, alors qu'on était 300 et quelques il y a quelques années. Donc tout ça pour vous dire que ce sujet-là de renouer avec la confiance, eh bien, on l'a exercé pour arriver à
à faire cette université. Et puis, j'ai oublié comme succès l'opération Campus. C'était, si vous étiez venu en 2010 sur ce campus, je vous assure que c'était un état pitoyable. On a tout refait. Vous voyez, cet amphithéâtre, l'année prochaine, il va être tout refait. L'amphithéâtre en face également. Et donc, on accueillera le cercle économiste dans des conditions absolument remarquables. Et puis le deuxième message que je voulais vous donner, donc avec confiance on arrive, confiance et travail. Et puis le deuxième message que je voulais vous donner, c'est pour les étudiants, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il suffit de se donner la peine, il suffit de croire en soi, il suffit de se dépasser, rien n'est impossible. Et dans le système français, l'université est en capacité de rendre possible ce qui apparaissait impossible. L'université française est un merveilleux ascenseur social, ce qui veut dire que chacun peut avoir sa chance. Chacun peut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Et ça, vraiment, c'est une force de notre pays qu'il faut conserver parce que c'est quelque chose d'absolument remarquable. Quel que soit le milieu social dont on vient, on est en capacité, dans l'université française, eh bien, d'accéder à ce que l'on veut obtenir. Et donc, ces journées renouées avec la confiance, vous aborderez beaucoup de thèmes économiques, géopolitiques, etc. Mais pour rester sur le thème de l'université, moi je voulais vous dire que avec de la confiance, on peut réaliser de belles choses au profit d'une collectivité, pas pour soi-même. Et cette université qu'on a créée est au bénéfice des étudiants, de la recherche et de notre territoire. Et puis chacun d'entre nous, à un moment donné, grâce à l'université, a pu s'élever dans la société et l'ascenseur social existe. Et ça, il faut absolument le préserver. Et vous qui allez devenir aussi des acteurs importants de la société, continuez à faire que ce modèle social se pérennise. En tout cas, je vous y encourage fortement. Merci de votre présence et merci pour ce que vous allez faire dans la vie. Merci. Juste une remarque personnelle, il est vraiment formidable. Bon, ouais, je vois. Alors moi, je voudrais vous dire 3 choses rapidement pour ces 2 journées et demie, 3 journées que nous allons passer ensemble. La première, c'est que, évidemment, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est les membres du CES Économie, c'est mes 32 camarades. Il y en a un certain nombre, ils sont tous plus formidables et talentueux les uns que les autres. Il y a Patrice Geoffron qui va un peu organiser toute cette matinée. Il y a Étienne Bassemer, il y a Hippolyte Dalbis. Il y en a d'autres, mais ils sont loin parce qu'ils sont peut-être encore au lit, mais ils sont quand même très présents par la pensée. Et donc, tout ça pour vous dire que cet accueil est en réalité un accueil très exigeant parce que nous sommes aujourd'hui, sans la moindre prétention, l'objet n'est pas du tout d'être prétentieux en quoi que ce soit, mais nous sommes vraisemblablement l'événement économico-social le plus important en France, sans aucun doute, et peut-être dans la catégorie ouvert, gratuit, destiné à des milliers de personnes qui nous suivent sur Internet ou qui sont présents. Nous sommes peut-être déjà l'événement le plus important en Europe. Le problème, ce n'est pas du tout, j'allais dire, la gloriole, c'est l'exigence que ça suppose. Nous sommes là pour réfléchir dans un univers qui est extrêmement incertain. Le thème de la confiance, dont je dirais peut-être un peu plus en introduction de cet après-midi, mais ce thème montre bien à quel point le monde dans lequel nous sommes, que vous allez façonner, c'est un monde qui est extrêmement compliqué, dangereux, et la raison pour laquelle, au fond, nous nous battons comme des malades, les 32 membres du cercle, c'est parce que nous voulons essayer, modestement, de participer à essayer d'apaiser ce monde qui est un peu tendu. Ma deuxième remarque, en fait j'en ai 4.
Ma deuxième remarque, c'est que Béatrice, qui est debout, la personne qui est debout, vous avez déjà applaudi, a inventé l'année dernière quelque chose qui a bouleversé votre présence. Non pas que vous soyez logé désormais dans un hôtel 4 étoiles, vous êtes au Crous et c'est vachement bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai rêvé d'y être, mais je n'ai pas trouvé de place. Mais, bah oui. Mais Béatrice, aidée par Lise, a inventé l'année dernière cette idée qu'on allait sortir de ce rapport un peu particulier que nous, les universitaires, nous, les profs, avons avec les étudiants. Il y a une sorte de rapport qui est très sympathique, mais qui est un peu le sachant et celui qui apprend, a un rapport complètement différent puisqu'elle a ouvert ce concours et cette venue à tous ceux qui sont de jeunes actifs. Et en réalité, vous verrez que ceci a une très grande importance pour la suite des événements. Vous n'êtes plus tout à fait des étudiants qui viennent assister en disant « moi j'en sais autant qu'eux », etc. Mais vous êtes une génération qui vient exprimer un point de vue. Et tout ça modifie complètement le rôle que vous allez jouer dans les 2 jours et demi qui viennent. Troisième remarque, les thèmes qu'on a pris, celui de la confiance, renouer avec la confiance, est extrêmement compliqué. Très compliqué parce que vous voyez bien que c'est un mot qui est banalisé, c'est un mot qui est utilisé, j'allais dire, dans des acceptions très différentes. La belle acception, c'est celle que Yvon a donnée en disant « personne ne croyait à cela et nous avions confiance en nous ». Mais il faut que vous sachiez que les interprétations, notamment chez les économistes, de la confiance sont multiples et variées. Et nous avons fait une hypothèse, 2 hypothèses intellectuelles qui vont marquer ces 2 jours et demi. La première, c'est que la confiance, le manque de confiance, est en réalité présent chez nous, je ne sais pas quand. Ce sera l'objet de la première session qui va s'interroger sur le moment où il y a eu cette rupture. Les économistes qui voient toujours tout à travers leurs propres yeux pensent que c'est la dernière crise de 2007-2008. Je crois que c'est d'une grande naïveté, mais le débat va avoir lieu. Et donc, ce terme de confiance, nous l'avons associé, et je m'expliquerai plus longuement tout à l'heure sur ce thème, avec le mot de valeur. Alors c'est très intéressant parce que les économistes, et vous êtes ici dans une réunion d'économistes, ont en réalité sur ces 2 mots évolué de manière très forte. Pour la confiance, c'est très ancien, sans vous faire un cours d'histoire de la pensée, mais ça démarre avec Adam Smith, donc pour nous un maître parmi les maîtres, qui donne une version probabiliste de la confiance. Et puis progressivement, la confiance est devenue celle qui est celle exprimée par un prix Nobel d'économie qui était Arrow. Il y a des niveaux différents de prix Nobel d'économie, mais c'est un très 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 grand, et qui expliquait que la croissance des pays qui étaient différenciés, il y avait des pays qui avaient des croissances très rapides, n'était pas tellement liée à l'accumulation du capital, n'était pas tellement liée à des facteurs physiques, mais était liée finalement à la confiance que la société avait en elle-même. Et vous voyez que tout ceci entraîne en réalité une extension du concept de la confiance. Même chose pour la valeur. Nous autres économistes, on n'était pas nés, je précise, ni Yvon ni moi, nous n'étions pas nés au XIXe siècle. Il y a eu un débat incroyable sur la notion de valeur. Alors moi, j'ai passé toute ma jeunesse à travailler là-dessus, j'adorais ça. S'il y avait d'un côté les classiques pour les économistes qui disaient la valeur, c'est le travail, la valeur d'échange, et de l'autre côté, c'est l'utilité, c'est ce qui fait l'équivalent, le point d'acception d'une offre et d'une demande d'un bien. Vous avez envie d'une voiture, vous avez envie d'un, je sais pas quoi, peut-être d'un réfrigérateur, c'est pas inutile aujourd'hui, et c'est ça qui détermine la valeur. Et ça a été un objet qui, au fond, a centré pour les économistes le débat sur la valeur. Et là, aujourd'hui aussi, et là, dans les 2 jours et demi qui viennent, nous allons élargir la notion, nous allons aller chercher, bien au-delà de la science économique, j'allais dire, des acceptions du mot de valeur, qui sont tout ce que nous avons en tête, c'est-à-dire les valeurs de solidarité, les valeurs de respect, les valeurs de dignité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, qui sont ceux qui fondent nos sociétés humanistes.
Et vous voyez bien que pendant 2 jours et demi, il va falloir à la fois que nous tenions d'un bout nos connaissances, notre manière de penser, et de l'autre que nous nous ouvrions à ce qui est, au fond, des manières de voir le monde de manière beaucoup plus large et peut-être beaucoup plus intéressante. Voilà, ce sera cet exercice-là auquel vous allez assister. J'insiste parce que vous qui êtes des intellectuels, de jeunes intellectuels, que vous soyez des acteurs déjà de la vie professionnelle ou que vous soyez des étudiants, mais vous êtes jeunes, vous êtes désireux de comprendre tout ce qui peut se passer, il faut que vous ayez en tête cette idée que ces 2 jours et demi sont, sur le plan intellectuel, très compliqués. Troisième remarque, qui est peut-être plus, là aussi, liée à l'opération dite opération Béatrice, comme il y a eu l'opération Overlord, vous vous en souvenez, l'opération Béatrice, c'est l'ouverture, c'est le fait que votre parole sera en réalité beaucoup plus présente qu'elle ne le fut. C'est pas compliqué. On a eu un débat pendant 10 ans, qui était un débat très respectueux de ce que vous êtes, bien entendu, mais qui était un débat biaisé par le fait que étudiant-professeur, c'est une relation très particulière et qui, j'allais dire, canalise un peu le type de relation qu'on peut avoir. Avec cette opération qui ouvre le jeu et qui désormais vous considère tous, je sais, 2 minutes, qui vous considère tous comme j'allais dire, une génération, nous allons vous demander tout au long de ces 2 jours et demi l'opinion non pas d'un étudiant qui pose la première des questions, mais exprimer ce que vous ressentez par rapport à tous les thèmes que nous allons traiter. Et puis, vous allez être en réalité j'espère, très présent par la pression que vous allez effectuer sur les intervenants divers et variés. Alors, dans ces moments un peu troublés, je souhaite que ce soit une pression pacifique. Dernier point, je voudrais remercier des gens, féliciter d'abord des gens. J'ai déjà fait pour l'opération Béatrice, donc j'arrête sur le sujet, sinon elle va me regarder avec un air mauvais. Et je voudrais évidemment féliciter les 4 lauréats, car vous êtes tous exceptionnels, comme je vous l'ai dit hier, mais il y en a 4 qui sont des génies. Ces génies, je les cite très rapidement. Jules Baudet, qui a donc été lauréat du concours. Pierre Burrus, qui est un jeune actif chez Total. Alors j'adore cette expression « jeune actif ». On peut être actif tout court ou jeune, mais c'est assez marrant de penser que c'est une énigme de voir quelqu'un, un actif qui est jeune. Enfin, il y a quelque chose de curieux dans l'expression. Enfin bon. Garance du Barry. Enfin, je voudrais préciser qu'il y a aussi les seniors actifs, pour nous deux. Et puis, Solène Renaudin, qui, alors, tous les cas, si vous pouvez vous lever, ce serait formidable et qu'on vous applaudisse. Et je vous considère tous les 4 comme des jeunes actifs. Donc, vous voyez, les seniors actifs vous présentent comme des jeunes actifs. Je voudrais remercier tous ceux qui nous permettent de réaliser cette opération, qui, comme vous le savez, est quand même lourde. Je demande juste à Béatrice, si elle le veut bien, l'année prochaine, de réserver pour Yvon et moi-même 2 places au Crous. Je voudrais remercier le BCG, Boston Consulting Group, le BPI France, Ecosys Group, le groupe La Poste, Spencer Stuart, la SNCF, qui est Transport des Jeunes. Ça m'exaspère aussi parce que ça ne vous a pas échappé que la SNCF transporte aussi les seniors. Donc, c'est fini. C'est fini. Tentoré et The Camp, qui est cet événement, ce lieu formidable qui est à 20 km d'ici et qui est vraiment un lieu de technologie. Je voudrais terminer juste en disant que vous allez avoir 3 intervenants incroyables. Vous aviez 4, c'est la différence entre les seniors et les juniors. Il en faut 4 pour que ce soit génial, et il faut 3 seniors pour que ce soit top. Vous voyez, encore, on a un petit avantage.
Il y a M. Pépi, qui est le grand patron de la Poste, et qui est un... Si, je vous l'annonce. Bravo. Je m'étais juré de faire cette plaisanterie parce que, comme il a annoncé qu'il partait de la SNCF, je souhaite absolument qu'on lui trouve quelque chose qui est aussi dans la mobilité. Voilà. Donc, le président de la SNCF, qui a M. Brice, qui fut l'homme qui a géré l'accueil des migrants, et puis il y a Étienne Klein, qui est notre penseur du CEA. Enfin, Mme Vidal nous rejoindra tout à l'heure pour inaugurer, couper le cordon qui permet de se lancer sur l'esplanade de l'innovation. Voilà. Vous avez été formidable, moi j'étais pas mal, je vous remercie et à tout à l'heure.